Merci d'être venu aujourd'hui donc pour cette thématique qui est l'impact du lien social sur la santé, le lien intergénérationnel est une partie du lien social et une façon de bénéficier du lien social qui est très intéressante et on vous en reparlera en deuxième partie de matinée. Il n'y a pas d'études spécifiques qui portent sur l'impact du lien intergénérationnel, mais il y a beaucoup d'études qui montrent les bienfaits pour la santé des liens sociaux en général. Je me présente, je suis le docteur Almeida. J'ai une spécialité qui n'est pas très connue ou pas très sexy, on va dire. Ça s'appelle la gériatrie. Vous en avez entendu un peu parler, peut-être quand même. Voilà, donc je suis gériatre, mais je travaille habituellement, les gériatres travaillent dans les hôpitaux et dans les services qui sont adaptés, donc qui sont ajustés pour accueillir les personnes de plus de 75 ans qui ont des problèmes de santé, en aigu ou en plus ou moins chronique. Mais depuis 11 ans, j'ai la chance de travailler en prévention, parce que c'est vrai qu'en tant que médecin hospitalier, c'était un petit peu vraiment triste. Je m'étais fait vraiment très, très souvent la remarque c'est triste de voir arriver des personnes en hospitalisation aiguë sur des événements qui, auparavant, 5, 10 ans avant, 15 ans avant, ça aurait été quelques détails de changement de vie, des nouvelles habitudes de vie, que ce soit au niveau alimentaire, activité physique ou lien social, qui auraient pu tout changer. Un, deux détails, trois. Et puis, donc vraiment, j'étais très de voir régulièrement les personnes arriver en situation aiguë et de déclencher une cascade de fragilité qui parfois menait à la dépendance et était bien difficile à rattraper. Quand la Carco m'a proposé il y a 12 ans l'ouverture du centre de prévention, donc il y a un centre de prévention Bien Vieillir, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est financé par vos cotisations retraite de la Carco. Donc vous avez participé à l'ouverture de ce centre et vous pouvez bénéficier des bilans de santé. Donc on m'a proposé d'ouvrir ce centre en 2011 déjà. Eh bien, j'étais vraiment ravie parce que c'était cohérent, vraiment cohérent, de pouvoir anticiper et d'accompagner les personnes pour bien vieillir, rester en forme, plutôt que d'aller laisser inexorablement aller vers une trajectoire qui menait à la dépendance. On a des signes avant-coureurs qui sont liés beaucoup à notre mode de vie. Donc voilà, on peut être acteur de sa santé, ça et de son vieillissement particulier, pour bien lui dire, le vouloir, c'est important, ça peut changer les choses, de bien lui dire. Voilà. Donc, je vais essayer de vous rappeler, de vous donner quelques idées claires sur qu'est-ce qui peut changer la trajectoire, justement, favoriser que vous restiez bien en forme le plus longtemps possible, mais en faisant le focus sur l'importance du lien social. C'est vraiment un des facteurs protecteurs les plus importants de la vie. Donc là, je commence par quelques classiques et bonnes nouvelles. L'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie tout court, l'espérance de vie à la naissance tout d'abord, augmente inexorablement. Je ne vous ai pas mis les chiffres depuis le XVIIIe siècle, mais les courbes sont vertigineuses. Au XVIIIe, on avait à peine 25 ans d'espérance de vie à la naissance en France. Actuellement, on est à plus de 75 ans, ce qui fait 3 vies. On a la chance de pouvoir vivre au moins 3 vies au lieu d'une. Donc, c'est quand même des très, très bonnes nouvelles. Et donc, l'espérance de vie actuelle pour les hommes, l'espérance de vie à la naissance, vous avez une idée, à peu près 79 ans, 79 et demi. Et pour les femmes, 84, 85 pour les femmes. Pour une fois que les femmes sont meilleures que les hommes. Et donc, est-ce que vous avez une idée d'ailleurs pourquoi est-ce que les femmes ont 50 de mieux que les hommes? En France, on parle à cause des sécrétions normales. Malheureusement, oui, ça joue un petit peu les sécrétions normales, mais pas énormément, parce qu'elles se rattrapent après la ménopause et elles récupèrent le même risque que les hommes en 10-15 ans.
sauf si elles ont un traitement hormonal. Donc, quelqu'un a dit le mode de vie, l'hygiène de vie. Et effectivement, elles boivent un peu moins que les hommes, elles fument encore un peu moins que les hommes. Et avant, il y avait 7-8 ans d'écart entre les hommes et les femmes, et les hommes buvant beaucoup moins qu'à 50 ans, et bien, ils ont gagné 3 ans, ils ont rattrapé un peu. Il n'y a plus 8 ans d'écart entre les hommes et les femmes, mais plus que 5 ans. Donc, et puis surtout, elles mangent un peu plus de fruits et légumes que les hommes. Les 5 fruits et légumes par jour, les femmes s'y tiennent beaucoup plus spontanément que les hommes qui préfèrent souvent les pommes de terre. Quand on parle de légumes, non, Arnaud, ça ne vous parle pas des pommes de terre. Je laisse ouais, on mange 5 fruits et légumes par jour. C'est à force de travailler dans la prévention, ça vous a. Bon, les pommes de terre aussi. C'est très bon les pommes de terre aussi, bien sûr. Très riche en vitamines également. Donc, l'espérance de vie à la naissance, vous connaissez, ça c'était des chiffres un petit peu anciens. C'est en plein déménagement pour vous avouer et il n'y a pas eu le temps de réactualiser les diapos. Donc, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure à l'oral, on est bien à 85 ans pour les femmes actuellement. Par contre, l'espérance de vie à 60 ans, vous n'avez peut-être pas cette notion. Parce qu'on parle souvent d'espérance de vie à la naissance, mais l'espérance de vie, quand on arrive à l'âge de 60 ans, combien il nous reste encore à vivre? En fait, plus on vit vieux et plus, quand on arrive à cet âge-là, on a encore plus de marge. En fait, ça veut dire qu'on fait partie des survivants, des robustes, et qu'on a encore plus de marge de manœuvre. Ça veut dire qu'à 60 ans, pardon, je reste devant le micro, je ne peux pas trop bouger. D'habitude, j'essaie de lutter contre la sédentarité dans les conférences et de bouger, mais là, on me dit qu'il faut que je reste là. Donc, quand on a la chance d'être arrivé à 60 ans, ça veut dire que pour les hommes, on a encore 20 ans d'espérance de vie, donc ça fait 80. Et pour les femmes, 85 ans. Quand on arrive à l'âge de 85 ans, et on a encore 5 ans d'espérance de vie, ce qui fait que pour les hommes, ça veut dire encore 90 ans, et pour les femmes, 6 ans et demi. Donc, vous voyez, plus on arrive, plus on a des chances d'arriver encore plus vieux. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors là, il va falloir cliquer plusieurs fois. Pour l'instant, on va en rester là. Donc, vous voyez, j'aime bien ce petit schéma qui explique les trajectoires possibles de vieillissement. On ne vieillit pas tous de la même façon. Vous vous êtes rendu compte qu'il y en a qui ont l'air d'avoir un peu plus de chance que d'autres. Donc, il y en a qui vont, malheureusement, le vieillissement, sur le plan physique, on décline un petit peu. Hein, vous êtes d'accord, on a des rides au niveau de la peau, on court un peu moins vite qu'à l'âge de 20 ans, et on met un peu plus de temps pour mémoriser une liste de mots. Mais globalement, on est capable de fonctionner correctement, et physiquement, et moralement, et sur le plan cognitif jusqu'à 100 ans, voire 120 ans. Notre corps et l'espérance de vie d'espèce humaine est de 120 ans. Hein, puisqu'il y en a qui sont arrivés à cet âge-là, c'est la preuve qu'on peut y arriver, et à peu près les experts se sont à peu près d'accord sur le fait que c'est la durée de l'espèce de vie de l'espèce humaine. Donc, il y en a qui vont vieillir de façon sur la courbe violette, c'est-à-dire qu'ils vont décliner très peu. Hein, ils vont garder un très haut niveau de fonctionnement, et physique et cognitif. Puis, il y en a qui vont décliner un petit peu plus, sur la trajectoire bleue, qui ont un vieillissement dit normal, classique, pour le plus gros des troupes, en fait. Et puis, il y en a qui vont aller sur le syndrome de fragilité, c'est celui-là qu'on aimerait éviter, qui vont petit à petit vraiment diminuer leur activité, tant sociale que physique que cérébrale, et qui vont se fragiliser et qui vont être sensibles à tout stress. Un stress dans la vie, une infection, un deuil ou des conflits, ou quelle que soit la source de stress, et bien, ou ne serait-ce que changer de rythme dans la journée, aller quelque part, tous les imprévus vont devenir un peu plus compliqués. Et il y a un risque de chute, il peut y avoir, voilà. Il y a une fragilité qui s'installe et à ce moment-là, un risque important de tomber dans la dépendance s'il y a un événement qui survient. Donc, la fragilité, on peut la dépister avant. La bonne nouvelle, c'est que la fragilité, elle est réversible. Quand on découvre quelqu'un qui a déjà quelques facteurs de fragilité, si on prend en charge, si on accompagne pour changer des choses au niveau de la vie, faire de la rééducation, changer des traitements, confirmer
des dépistages, traiter des maladies, s'il y en a, voilà. On peut ramener la personne sur un vieillissement normal, sur une courbe bleue. Donc, plus tôt on intervient, plus c'est facile, bien sûr. Et plus tard on intervient, plus c'est difficile, plus il faut mettre d'énergie et d'accompagnement, et de la part de la personne aussi, de la motivation. Mais il n'est jamais trop tard, tant qu'il n'y a pas de dépendance, d'installer. Il n'est jamais trop tard pour faire de la prévention. Les facteurs qui influencent ces trajectoires sont bien sûr la génétique. Est-ce qu'on a eu la chance d'hériter de bon ADN ou pas? Mais beaucoup, c'est les facteurs environnementaux. C'est là où on habite. En France, eh bien, on a une belle longévité. On est donc les deuxièmes après les Japonaises pour les femmes. Mais voilà, et en Afrique, ils ont encore une espérance de vie qui est de plus de 50 ans. Donc, vous voyez qu'en fonction du lieu où on habite, et puis même en France, on n'est pas tout à fait égaux quand on habite à la campagne ou en ville, etc. Donc, il y a l'environnement vraiment où on habite, est-ce que c'est pollué, etc. Est-ce que les dispositifs urbains permettent de bien se déplacer, de profiter de tout ce qui existe. Et puis, il y a surtout dans les facteurs environnementaux notre mode de vie. Notre mode de vie est très, très important et jouerait à plus de 50% sur l'évolution de notre trajectoire. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut être acteur, on peut maîtriser en fonction de ses choix de vie, on peut maîtriser et optimiser la trajectoire, avoir vraiment une action et essayer d'aller plutôt sur la bleue ou sur la violette, qui est encore plus optimale. Donc ça, c'est des études qui ont porté sur des personnes qui ont gardé un très haut niveau de fonctionnement pour savoir quels étaient leurs secrets un petit peu et leurs points communs. Donc, spontanément, ces études ont montré, ça dépend, elles ont été faites dans plusieurs pays, dans plusieurs régions. Spontanément, il y a 12 à 33% des personnes qui vieillissent sur la trajectoire violette, c'est-à-dire sur celle qui permet de garder un très bon niveau très longtemps. Et donc, là, elle montre, il y a cette notion de réversibilité. 12% des sujets qui ne répondaient pas initialement aux critères de vieillissement réussi ont pu acquérir par la suite cette aptitude, et ce qui montre bien qu'on peut s'améliorer à tout âge. Et voilà. Et c'est important pour commencer d'être informé qu'on peut le faire, et comment on peut le faire. C'est un peu l'objectif de ce matin. Et puis, donc, être informé, et puis après, motivé pour passer à l'action et changer les choses. Et on peut changer les choses. Voilà, il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge. Donc, les points communs de ces personnes qui gardaient un haut niveau de fonctionnement, c'est qu'elles avaient des activités physiques plus fréquentes. Ça vous étonne pas, j'imagine. C'est pas un scoop. L'activité physique, c'est bon pour la santé, vous le savez tous. Vous avez entendu parler des fameux 10 000 pas par jour. Oui. Vous en avez entendu parler. Et à quel point, vous savez à quel point ça agit sur votre santé? Quel pourcentage ça diminue le risque de maladie? Vous savez, quand on fait 6 000 pas par jour. 6 000 pas, alors on parle de 10 000 pas, mais c'est les 10 000 pas partout dans la maison et dehors, quand on est un peu plus actif, qu'on marche vraiment. En fait, ces 6 000 pas, les études ont montré que 6 000 pas où on est essoufflé, où on augmente le débit cardiaque, 6 000 pas, ça réduit de 35% le risque de maladie. Donc 35% par rapport à quelqu'un qui est sédentaire. Et donc, comme on n'a pas toujours l'occasion de faire 6 000 pas actifs, l'équivalent, c'est 10 000 pas moyennement essoufflés, quoi. Et tous les pas de la journée, 10 000 pas égale les 6 000 pas actifs essoufflés. Donc, c'est ça le bienfait maximum qu'on peut retirer de la marche. Après, on peut faire une activité physique plus intense, mais il faut être accompagné parce qu'on peut se blesser aussi quand on fait quelque chose de plus intense. Donc, le bon compromis, c'est la marche et les fameux 6 000 pas. Donc, ces personnes-là avaient ce point commun-là d'avoir des activités physiques plus fréquentes que celles qui avaient une trajectoire bleue ou orange. Elles avaient des activités bénévoles aussi et des contacts sociaux bien plus fréquents. Et les deux critères les plus documentés pour bien vieillir, en fait, c'est vraiment ça, c'est l'activité physique et des liens sociaux, des contacts sociaux réguliers et de qualité. C'est vraiment en termes c'est bien plus important que les bienfaits de l'alimentation.
Donc, que vous savez, l'alimentation, c'est quand même déterminant aussi sur la façon dont on vieillit. Eh bien, les liens sociaux, c'est 2 fois plus important que la qualité de l'alimentation. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai commencé à préparer ces conférences, de regarder les études scientifiques et de voir que le lien social était 2 fois plus important que la qualité de l'alimentation que l'on suit. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de fort. Sentiment de relations sociales satisfaisantes. Et donc, toutes ces personnes-là avaient, on ne sait pas si c'est cause ou conséquence, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, moins de facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que c'est parce qu'elles avaient des relations sociales satisfaisantes, qu'elles avaient un meilleur équilibre tensionnel, qu'elles fumaient moins, qu'elles buvaient moins d'alcool, qu'elles avaient moins de diabète et un meilleur équilibre du poids? Voilà, ça contribuait, tout est intriqué en fait. C'est vrai que quand on a des contacts sociaux réguliers, eh bien, on a plus d'occasions de bouger, plus d'occasions de faire des activités, on est moins stressé, donc on va peut-être moins fumer. Quand on a des relations sociales satisfaisantes, eh bien, ça nous permet de se relaxer, de passer des bons moments. C'est une façon de se détendre qui est naturelle, qui est plus intéressante pour la santé que d'aller se détendre avec un petit verre d'alcool parce qu'on a eu vraiment une sale journée. On dit, je vais prendre un petit verre pour me détendre. Eh bien, il vaut mieux appeler un ami, il vaut mieux passer un coup de fil à quelqu'un ou et c'est plus intéressant pour la santé et ça relaxe de façon bien plus intéressante. Parce que l'alcool, c'est un piège. Au début, on a l'impression que ça va nous détendre et en fait, il y a un rebond d'anxiété qui survient après. Ça fatigue en plus et ça entretient une espèce de dépression au niveau du cerveau parce que l'alcool va remplacer au niveau du cerveau il va bloquer des récepteurs qui normalement captent des hormones du plaisir. Donc du coup, quand l'alcool est régulier, le cerveau va arrêter de fabriquer ces petits neuromédiateurs du plaisir. Donc si on arrête l'alcool, on devient complètement déprimé. Donc c'est comme ça que la dépendance se met en place. Donc c'est vraiment un piège l'alcool, il vaut mieux vraiment appeler un ami ou un petit fils, une petite fille, ou voilà, un voisin, que de se servir un petit verre. Il y en a d'autres qui vont gérer le stress avec le chocolat, avec trop de gâteaux, trop de sucre, etc. Ou le tabac. Voilà. Donc, c'est vraiment le lien social, ça a été très documenté, je vous en parlerai après, mais ça diminue vraiment le stress. Et c'est par ce biais-là, très certainement, qu'il y a beaucoup moins de soucis de santé pour les personnes qui ont des contacts sociaux. Donc, ça, c'est un petit focus sur une étude qui est intéressante. Parce qu'effectivement, l'alimentation est aussi, ça a été là aussi très, très documenté, très positif pour la santé, notamment d'avoir suffisamment de vitamine D, de vitamines, d'antioxydants avec les fameux 5 fruits et légumes par jour. Les oméga-3 aussi, mais il y a des effets positifs de l'alimentation, c'est d'être l'occasion aussi de partager, il y a bénéfice aussi de partager les repas avec sa famille, ses amis, et ça aussi, ça va être très important pour le bien-être. On sait également que les personnes qui vivent seules, elles ont tendance à moins cuisiner, à moins bien manger, à pas avoir assez d'apport en protéines, parce que du coup, voilà, c'est un petit peu, c'est pas motivant de préparer à manger que pour soi. On aime préparer à manger pour les autres aussi, et pour soi, beaucoup de personnes ont tendance à faire minimaliste et du coup à dégrader leur santé progressivement parce qu'elles n'en ont pas suffisamment équilibré. Donc il y a vraiment en fait tous les facteurs sont intriqués. C'est un cercle vertueux. L'activité physique aussi, les bienfaits de l'activité physique, c'est pas que augmenter le débit cardiaque, c'est pas que l'essoufflement, le plus d'oxygène pour le cerveau, plus de vitamines, d'antioxydants qui arrivent partout pour les organes. Ça, bien sûr, c'est vrai,
et ça fait du bien au corps de bouger. Notre corps, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être assis. Je suis désolée, messieurs, dames, mais là, vous n'êtes pas en train de faire, vous êtes en train de filer du mauvais coton, vous êtes tout à fait, hein. Vous avez remarqué que les organisateurs de la conférence, on est tous debout, hein. Donc ça, on a bien compris qu'il fallait réduire le temps passé assis. Donc, j'ai eu le droit de vous lever si vous voulez suivre la conférence debout et faire de la prévention dès maintenant. Donc, c'est vrai que l'activité physique est très bénéfique pour le corps, vous le savez bien, mais en elle-même, il y a aussi un bénéfice lié au contact qu'elle induit, parce que quand on bouge, eh ben, on a plus de chances de rencontrer les autres, de croiser les autres. Quand on va promener son chien, ça donne lieu à des discussions et au final, des fois, des amitiés, à force de croiser tout le temps la même personne à la même heure. Et après, on s'invite, et après, voilà. Et on fait après, on va au cinéma, et après, on fait plein d'autres choses. Donc, et puis aussi, quand on a des liens sociaux, on a tendance à bouger plus aussi, inversement. Parce que, eh bien, les amis, la famille nous proposent des balades, nous proposent du vélo, nous proposent ci, nous proposent ça. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux, là aussi. Le lien social induit de l'activité physique. L'activité physique, quand on est inscrit à une association aussi, pour faire de la gym, eh bien, on va faire connaissance équitative, lier des amitiés. Et voilà, donc tout est intriqué, les bénéfices du lien social, les bénéfices de l'activité physique. Alors, ça a été montré, oui, que les relations sociales étaient fondamentales pour la qualité du vieillissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, c'est un vieux film, hein. Oui, Gabin, Carnet, Gabin. Comment ça s'appelait? Il s'appelait déjà le film? Les Vieux de la Vieille. Les Vieux de la Vieille. Il était sympa ce film, hein, et je vous ai mis cette petite photo. Il y a le côté spirituel aussi qui serait important en vieillissant, d'avoir un recul sur soi, sur sa vie, pas forcément une vision religieuse des choses, mais en tout cas une réflexion un peu sur la spiritualité qui peut être aussi positive, au-delà du lien social. La diapo suivante. Là, c'est une petite étude qui a été faite dans nos centres Agir Carco. Des questions qui ont été systématiquement posées à toutes les personnes qui venaient en bilan de santé. Et donc, on voit qu'à chaque fois, le ressenti du vieillissement comme étant de bonne qualité est très lié au social, au lien social. Vous voyez que les personnes qui ne vivent pas seules ont une satisfaction vis-à-vis de leur santé de 79% versus 73% pour celles qui vivent seules. Celles qui ont des activités sociales type bénévoles, associatives, elles ont une satisfaction de 82% par rapport à la qualité de leur santé et versus 72%, donc 10% de plus quand même. Et puis vous voyez ensuite sur les 3 dernières courbes que plus le réseau social est étendu, plus il y a une satisfaction et un ressenti d'avoir une bonne santé. D'avoir une bonne santé. Alors après, réseau social étendu, ça ne veut pas dire avoir 200 amis sur Facebook, hein. C'est pas ça, ça reste trop superficiel, le présentiel, il n'y a rien de mieux que le présentiel. Alors, c'est bien que vous soyez venus à la conférence en vrai. Bon, c'est bien aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qu'ils soient en ligne. Ça permet d'être informé, sensibilisé, puis après d'essayer de se motiver. Mais il n'y a rien de mieux que le présentiel quand même, hein. On l'a vu pendant le confinement, c'était dur de pas voir les autres. Et je pense que l'ensemble de la société s'est rendu compte à quel point c'était important le lien social pour être bien. Et notamment au niveau du moral aussi, hein. Voir les autres, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'était toujours l'estimation du vieillissement comme étant de bonne qualité et qui est lié aussi au niveau d'activité physique que l'on entretient et au niveau d'activité culturelle aussi. Donc c'est vrai que pour bien vieillir, en fait, il faut se bouger. Il faut pas ralentir. En fait, on vieillit quand on ralentit. On vieillit quand on ralentit. Il faut essayer de pas ralentir. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être, ça peut devenir un peu de faire 10 km de marche. Peut-être qu'à 60 ans, on les fait tranquillement. Et puis à 70, on va être un peu essoufflé. Et le piège, je vais de dire, je suis un peu essoufflé, un peu fatigué. Je vais faire que 8 km la prochaine fois. Mais ça, c'est un piège. Parce que moins on en fait, plus on décline vite. Donc, il faut au contraire en faire plus quand vous sentez que ça devient un peu plus inconfortable. Les 10 km, et ben, il faut monter à 12.
Parce que comme ça, vous allez retrouver la forme pour le 10 km. Vous allez retrouver le niveau de désinence respiratoire et musculaire. Et ça va devenir à nouveau tout à fait plaisant de faire 10 km. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Et pour le lien social, c'est aussi très important. Les facteurs prédictifs d'un vieillissement réussi. Ah oui, on voit que c'est vraiment une dominante. Ces personnes qui vieillissent très très bien très tard, elles s'opposent aux idées reçues sur le vieillissement. Justement, elles vont pas se dire je suis fatiguée, je suis vieux, je vais en faire moins, je vais ménager. Surtout pas. En fait, elles vont se dire non, moi je veux rester en forme, je veux rester en forme, je veux voir du monde, je veux bouger. Donc vraiment, elles s'opposent, elles n'acceptent pas le ralentissement lié au vieillissement. Donc ça, c'est très, très, très important. Refus de l'incapacité liée à l'âge. Et malheureusement, dans notre société française, on a une vision très négative du vieillissement qui nous pousse à ça. On se plaint même plus parfois à son médecin de certains symptômes parce qu'on me dit c'est l'âge. Et donc, du coup, il y a un retard diagnostique et on n'est pas pris en charge correctement, pas soigné correctement. Il y a des gens qui commencent pas une nouvelle activité physique ou une nouvelle façon de vivre à 75 ans parce qu'ils se disent à quoi bon à 75 ans? Ben si, justement, rester jeune dans sa tête très longtemps, c'est continuer d'avoir des projets, continuer d'apprendre des choses nouvelles. Et même pour le cerveau, il y a des nouveaux neurones qui naissent dans le cerveau tous les jours, contrairement à ce qu'on disait il y a 30 ans. Et ces nouveaux neurones, ils deviennent matures que si on apprend des nouvelles choses, si on instaure des nouvelles choses dans sa vie. Et donc, il faut une petite routine pour avoir des habitudes, l'habitude d'aller marcher tous les jours, l'habitude de faire ses courses et de manger, de préparer des repas de qualité. Voilà, il faut des petites routines, voir ses amis régulièrement, mais à côté de ça, il faut aussi apprendre de nouvelles choses, que ce soit intellectuel, physique, ça peut être apprendre une nouvelle activité, du taekwondo, du tai chi ou autre chose, de l'anglais, du piano, de la chorale, de vous inscrire auprès de nouvelles associations, de faire des nouvelles choses, d'accueillir des jeunes chez vous, on en parlera plus tard. Voilà, il faut sortir de sa routine pour rester en forme. Donc, le facteur volonté est vraiment primordial pour rester en forme. L'intérêt d'une alimentation équilibrée, bien sûr, et le maintien des stimulations intellectuelles et interactions sociales, ce que je viens de vous dire. Donc, à partir de ces constats, quelques pistes, un soupçon de médecine quand même. Hein. Je vous invite à venir dans notre centre de prévention, c'est gratuit, vous avez cotisé. Donc, venez faire des bilans de santé. C'est 2 heures avec une équipe, donc 1 heure avec un médecin qui fait le point. 1 heure, c'est quand même précieux. Hein. Les médecins traitants qui sont toujours à la course, c'est comme ça, ils ont 30, 40 personnes à voir, donc ils ont le temps de régler le problème, mais ils n'ont pas le temps de voir la globalité. Donc là, c'est fait un arrêt sur image pendant 2 heures, on s'occupe de vous, on vous écoute, on vous examine de la tête aux pieds, et on fait un repérage des risques de fragilité et on essaie de vous conseiller pour que vous puissiez améliorer la trajectoire le plus tôt possible. Oui, madame. Ça se trouve au Brésil. Vous pouvez vous inscrire sur le site du centre de prévention.com, centredeprévention.com. Et on pourra envoyer post-conférence des informations. On pourra vous envoyer le flyer avec le coupon de réponse. Voilà. Et sinon, ça, pareil, on vous enverra ça. Vous pouvez appeler aussi directement 04 73 et vous avez mémorisé, vous aurez été les chiffres dessus. 04 73 27 87 10. Voilà. Et donc, vous avez quotidien, n'hésitez pas. Donc, un soupçon de médecine, l'alimentation équilibrée, la pratique d'activité physique et l'entretien d'une vie relationnelle. En fait, par ordre d'importance, c'est l'inverse. Le plus important, c'est ce qui est en bas, et plus on remonte, plus c'est bénéfique pour la santé, mais c'est les 4 facteurs les plus importants pour la santé. Le vieillissement en bonne santé, c'est vraiment une notion, comme disait l'OMS, la santé, vous savez, je ne sais pas si vous avez en tête la définition de la santé selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychique et mental et social. Hein. Le social est très, très important. Et alors, qu'est-ce que le lien social? C'est vrai que tout ce qui est interaction avec les autres, les collègues de travail, la vie associative, le conjoint, la famille, les amis, les voisins, et c'est vrai que les jeunes, on va en parler, les jeunes, c'est très important parce que
le contact avec les jeunes, c'est très stimulant. On se sent utile parce qu'on va leur apprendre des choses et eux se sentent aussi utiles parce qu'ils vont aussi contribuer notamment à vous rester pleinement dans la société actuelle, à comprendre, continuer d'être curieux vis-à-vis des changements de la société. Ils vont vous expliquer cette nouvelle société et leur monde qui est très particulier, hein, très numérique aussi, mais il n'y a pas que des inconvénients, mais aussi des avantages. Et en tout cas, ce qui est important dans cette interaction des jeunes et des plus vieux, c'est que tout le monde se fait du bien et on va lutter ensemble contre la vision négative que la société française a du vieillissement. Parce que les jeunes ont souvent une idée négative du vieillissement. Ils ont cette image de Tati Daniel. Ce film nous a fait énormément de mal. Ce film renvoie une image du vieillissement qui est juste catastrophique. Et beaucoup ont cette image du vieillissement en France. Et ben non, la plupart des vieux sont super sympas, super intéressants. Ils se bougent, ils font, voilà. Et de pouvoir ainsi donner la chance à des jeunes d'être en contact avec une génération, deux générations, trois générations au-dessus. Ça peut être vraiment les aider à avoir une meilleure image du vieillissement et plus tard, eux-mêmes auront un vieillissement plus actif, plus en bonne santé, parce qu'ils auront vu que c'est possible. Donc, vous pouvez contribuer aussi à leur santé future. Voilà. Ça, c'était un petit aparté sur l'agisme. Vous avez déjà entendu parler de l'agisme? Non? Oui. C'est une espèce de racisme anti-vieux. Alors, je dis anti-vieux. Pour moi, vieux, j'aime beaucoup ce mot vieux parce qu'il commence par vie. Vie. C'est beau, hein? Moi, j'ai toujours rêvé d'être vieille un jour. Mon objectif, mon ambition, c'était d'arriver à 100 ans en pleine forme. Donc, je me suis dit, pour connaître les secrets, peut-être qu'il faut que je fasse médecine pour connaître les secrets du vieillissement. Donc voilà, c'est un peu l'origine de ma vocation, c'était pour arriver à 100 ans. Donc vieux, je trouve ça c'est très beau. On a remplacé par senior, personne du troisième âge, personne âgée, mais je trouve que vieux, il n'y a rien de si beau que vieux. Vintage. Comment? Vintage. 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 Donc on est plus vieux, on est vintage. Ok. Donc, privilégier la qualité des échanges plutôt que la quantité. Oui, ce qui compte, c'est d'être en confiance. Vraiment. Les relations hypocrites, c'est pas très intéressant pour la santé parce que c'est du stress. Donc, avec la vieillesse, on a fait la sagesse d'évacuer les relations hypocrites et de se garder que les vraies. Celles où on se sent bien, celles où on est authentique et où les autres peuvent être authentiques aussi. Voilà, ça c'est une des études, mais il y en a vraiment beaucoup qui montrent vraiment que la qualité du lien social est prédictive non seulement du risque de maladie et d'espérance de vie, mais aussi de l'autonomie. Si une personne se sent seule et souffre de solitude, elle a 2 fois plus de risques de perdre son autonomie dans les 6 ans qui viennent. Simplement ce critère-là, et plus que vraiment, est-ce qu'il a de l'attention, est-ce qu'il a des maladies, est-ce qu'il ne bouge pas assez. Le simple critère, se sentir seul, souffrir de solitude, c'est un critère prédictif d'autonomie et de bonne santé ou mauvaise santé. Donc ça, c'est une étude sur les effets de la solitude sur l'organisme. Et donc, le risque de décès est 2 fois plus fort effectivement, ça confirme ce que je viens de vous dire, 2 fois plus fort dans les niveaux de solitude ressentis. Les relations sociales exercent une pression stimulante sur les comportements positifs sur le plan santé, ça j'en ai déjà parlé. Par contre, je ne voulais pas trop parler des hormones de stress. C'est vrai que quand on se sent seul, en fait, ça déclenche dans notre organisme toute une batterie de sécrétions qui ne sont pas très bonnes, trop de cortisol, trop d'adrénaline, et quand on a du cortisol en trop grande quantité, ça inhibe nos défenses immunitaires, on fait plus d'infections, plus de cancers, et quand il y a trop d'adrénaline aussi dans notre corps tout le temps, et bien on fait plus de problèmes cardiaques et d'hypertension. Et donc ça, c'est un des effets. Le lien social, c'est par ce mécanisme-là qui va être efficace, il va diminuer notre taux de cortisol. Il n'y a rien de plus stressant pour notre organisme que se sentir seul, parce qu'on l'a enregistré depuis des milliers d'années, depuis la préhistoire. Et dès qu'on se retrouvait seul quelque part, on était à fort danger de mourir, de ne pas survivre si on n'était pas avec la tribu, parce qu'on était vraiment très fragile
à cette époque-là. Et vraiment, donc on a enregistré ça, c'est dans notre ADN. Dès qu'on est seul, ça déclenche du cortisol, de l'adrénaline à gogo. Et donc, vraiment, le lien social, ça va permettre de réduire tout ça et de retrouver un état de relaxation qui va être bénéfique pour notre santé. Quand on se sent seul, on est très stressé. Quand on est très stressé, eh bien, notre niveau cérébral, donc la solitude, c'est une émotion négative, bien sûr, ce stress-là. Et au niveau cérébral, ça va déclencher au niveau frontal, au niveau du lobe frontal, un renforcement du système pulsionnel. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'image du petit diable et du petit ange. C'est tout à fait le fonctionnement cérébral. Quand on est trop stressé, c'est le petit diable qui va gagner et qui va nous dire, allez, tu devras bien boire un verre, là, ou deux. Allez, prends une clope, c'est pas grave. Et mange un peu plus de gâteau. Et notre système cérébral va favoriser le plaisir à court terme pour compenser le stress, pour compenser l'émotion négative. Vous avez tous vécu ces moments où on a plein de bonnes résolutions et hop, il suffit qu'on soit très fatigué ou très stressé et alors là, nos résolutions, elles partent en éclats. Ben, c'est ça qui se passe au niveau du cerveau. Et se sentir seul, eh bien, ça déclenche ce système pulsionnel qui fait qu'on aura plus tendance à avoir des comportements de santé qui ne sont pas adaptés. Alors qu'on le sait parfaitement, on n'est pas stupide, on sait bien que fumer, c'est pas bon pour la santé, manger trop de sucre, c'est pas bien pour la santé. Et quand on se sent seul, eh bien, ça déclenche ça, on n'y peut rien. C'est au niveau du lobe frontal et on perd le contrôle. Les qualités des relations sociales sont aussi prédictives d'une humeur stable, de la qualité du sommeil, c'est peut-être moins connu. Donc, une des façons d'avoir un meilleur sommeil, c'est d'avoir des contacts dans la journée. Voilà. La suivante. Les bonnes défenses immunitaires, je vous l'ai expliqué aussi pourquoi. Donc, moins d'infections. Bon, ça, c'est une étude sur les cancers du sein. Les femmes qui ont eu un groupe de parole, ça a permis donc du lien social, de lever leur sentiment d'impuissance et elles avaient 2 fois plus de survie que celles qui n'avaient pas ce groupe de parole et ce lien social. Aussi, il y a eu des études qui ont montré que les femmes qui n'avaient pas de confident, ou celles qui avaient un confident, au moins un confident de confiance, elles avaient un taux de survie bien plus important que celles qui n'avaient pas de confident. Donc, vous voyez que, comment ? Tout à l'heure. Donc, important d'avoir des relations de confiance et pouvoir évacuer, parler et être en confiance, baisser le niveau de stress. Donc, il vaut mieux 1 ou 2 confidents que 200 amis sur Facebook. Hein. Ah oui, je vais finir sur cette petite étude. Petite, c'est assez péjoratif parce qu'en fait, elle n'est pas petite du tout. Elle a suivi des personnes du début de leur vie, de leur naissance à leur décès, presque leur décès pour certains. C'est une étude qui a duré 70 ans. C'est très, très rare les études qui suivent une population pendant 70 ans. Ils ont changé les chercheurs, du coup, ils sont passés à la retraite, partis à la retraite. Voilà. Donc, en fait, elle a pu montrer, cette étude, que les personnes qui se sentaient entourées, aimées, soutenues par leur entourage, avaient une meilleure qualité de vie. Donc, moins de douleurs, moins de maladies, plus de confort, plus de sérénité, plus d'activité physique, etc. Meilleure qualité de vie. Mais ce qui est étonnant par rapport à toutes les autres études qu'on connaît, c'est qu'ils ont pu aller plus loin et montrer que c'était vraiment l'altruisme, le fait d'être tourné vers les autres, d'aider les autres, d'être solidaire, qui amenait le plus de bénéfices en termes de longévité. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire que c'est une personne qui s'occupe des autres et qui sont généreuses et qui ont le plus de bénéfices. Elles ont la récompense immédiatement en termes de santé. Et elles ont, même si la personne en face leur dit pas merci, et en fait, elles ont déjà le bénéfice pour elles-mêmes, le fait d'avoir une bonne conscience, d'être en accord avec ses valeurs, d'être content d'avoir contribué au bien-être et d'aider les autres. Donc ça, voilà, ça, c'est chouette comme information, je pense. Donc je vous incite à être altruiste avec les autres, ça vous fera du bien aussi pour vous. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'altruisme, Mathieu Ricard a écrit il y a quelques années un énorme pavé de 1000 pages avec tous les bénéfices de l'altruisme, non seulement pour la société, mais aussi pour nous en tant qu'individus.
L'altruiste trouve sans le chercher ce que l'égoïste cherche sans le trouver. Je laisse cogiter là-dessus. C'est pas mal. Hein. La suite. Voilà, donc les petits conseils. Soyez à l'écoute de ceux qui comptent pour vous. S'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de soi. Soignez vos relations, développer chez soi et chez les proches, vos proches, un sentiment de sécurité intérieure, partager ces sentiments avec des personnes de confiance, aller vers les autres, vie associative, des voisins solidaires, colocation entre seniors, cohabitation intergénérationnelle, dont on va vous parler maintenant, et qui sont vraiment une solution formidable d'avoir du lien social de qualité, de confiance, sans stress. Et en plus, on change de mentalité future, donc c'est génial. Merci à tous pour votre attention. Oui, oui, on va. Vous ne parlez pas du caractère des personnes optimistes ou pessimistes. Ça ne change pas aussi dans le. Si, ça change, mais c'est vrai que c'est un petit critère parmi beaucoup d'autres. C'est pas fondamentalement décisif pour la trajectoire sur le vieillissement. Bien sûr, vous l'avez vu, je vous en ai parlé au début, le fait d'être volontariste et de vouloir lutter contre le ralentissement du vieillissement, c'est important. Donc, si vous êtes pessimiste et que vous voyez le vieillissement comme une fatalité, vous n'allez pas agir pour ralentir ce vieillissement. Donc, les pessimistes ont plus de risques de mal vieillir que les optimistes. Et ça a été montré par des études. Je vais vous demander quand même, parce que vous parlez de colocation entre personnes entre vieux. Entre vieux, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des adresses? Parce que autour de moi, on en parle et on ne sait pas où s'adresser. Oui, il y a des. Oui, on peut vous transmettre des adresses, effectivement. Je vous propose qu'on va passer un petit sondage. Oui, on va passer un petit sondage. Qui peut être aussi réalisé justement par les personnes qui sont à distance. Et ensuite, on passera un petit temps de questions-réponses avec le docteur Almeida. Vous pourrez poser vos questions ensuite. Donc, Célia, si vous pouvez peut-être passer le sondage. Donc, j'invite les personnes qui me suivent depuis chez elles à répondre aux questions. Et puis, aux personnes qui sont dans la salle, si elles le veulent ou si elles ne le souhaitent pas, si elles veulent lever la main donc, je vais poser les questions. Donc, pour voir un petit peu par rapport au public. Alors, est-ce que vous faites des activités avec vos petits-enfants dans la salle? Qui c'est qui fait des activités avec ses petits-enfants? Voilà. Bon, on a quand même pas mal de mal levé. On verra tout à l'heure les résultats des personnes à distance. Qui fait des activités avec des amis dans la salle? Voilà, c'est bien. Est-ce que vous faites des activités avec une association en tant que bénévole ou même en tant que bénévole d'abord? On va voir en tant que bénévole. Bien. Il y en a beaucoup. Et en tant qu'adhérent, qui c'est qui fait partie de l'association? C'est pas mal aussi. Hein. Voilà. On a plein de personnes altruistes dans la salle, donc potentiellement plein de futurs centenaires. Est-ce que vous vous sentez bien entouré? En général, dans la vie, tous les jours? Oui. Ça dépend des deux. Et dans le sens contraire, est-ce que vous avez le sentiment de vous ennuyer souvent? Ah. Alors après, on passe sur les choses un petit peu plus médicales. Est-ce que vous êtes gêné par une perte auditive? Un peu. C'est vrai que la perte auditive, on pourra en parler, ouais, moi je vais en parler un petit peu tout de suite. Oui. C'est très important pour la qualité du lien social d'accepter qu'effectivement, comme on a besoin de lunettes à partir d'un certain âge, on puisse avoir besoin de prothèses auditives. La prothèse auditive va permettre vraiment de garder la qualité du lien social, de ne pas vous retirer des conversations parce que c'est plus difficile de comprendre, c'est plus fatigant. Et vraiment, c'est très important de s'appareiller quand c'est le moment. Et pas seulement pour la qualité du lien social, pour aussi entretenir son cerveau et éviter la maladie d'Alzheimer plus tard.
et pour garder aussi son équilibre, parce que l'audition, c'est aussi un organe pour garder un bon équilibre, une bonne autonomie physique et ne pas chuter. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça paraît le plus tôt possible dès qu'on a besoin. Et puis, surtout, le porter du matin au soir. Pas seulement quand on va voir du monde. Parce que pour rééduquer son cerveau, pour entretenir son cerveau, il faut le porter du matin au soir. Et là, elles deviennent pleinement efficaces, ces prothèses, au bout de 6 mois, 6, 7 mois. Mais il faut laisser le temps au cerveau de se rééduquer. Qui fait qui dans la salle pratique régulièrement une activité physique en groupe? En groupe. En groupe. Oui. Qui participe régulièrement à des repas de famille ou à des repas en famille? Il y a plus que l'activité physique. Et enfin, est-ce que vous arrivez d'aller assister à des spectacles, des manifestations sportives, culturelles, des festivals, des matchs de la SM? Toutes ces occasions qui vous permettent de discuter avec les autres. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour vous dire aussi l'importance du commérage. Le commérage est tout à fait protecteur pour le cerveau, c'est très stimulant effectivement. Et ça permet de créer beaucoup de liens sociaux. Alors quand on fait des commérages, on n'est pas obligé de dire du mal des gens. On peut pointer, dire du bien, s'intéresser aux autres, un tel est bien ici, c'est bien. Voilà. On n'est pas obligé de critiquer pour commérer, on peut faire du commérage positif. Je suis à distance avant de voir les questions à la salle. Alors, je n'ai pas eu de questions. J'ai eu juste une remarque de Francis en lien avec les relations sociales de qualité qui dit qu'elles peuvent aussi faire augmenter les consommations d'alcool, cigarettes. Et après, je n'ai pas eu d'autres questions. Donc, si vous voulez rebondir sur la remarque, peut-être. Oui, je veux bien rebondir, effectivement. Oui, il y a plus d'apéro quand on a plus de liens sociaux. Il y a plus d'apéro et c'est vrai que là aussi, la volonté intervient et il faut avoir une attitude volontariste, dire non. Moi, j'aime être avec vous, mais je ne veux pas boire d'alcool. Voilà, je veux un perdrier sans le voir. Et en fait, on se rend compte, on n'ose pas dire les choses, on a l'impression qu'on va être mal vu. Et en fait, l'entourage s'habitue très vite. Vous le dites une fois ou deux avec un peu d'assurance et on vous embête plus là-dessus. Et vraiment, c'est pas parce qu'on est avec les autres qu'on est obligé de boire au fumée. Mais voilà, il faut le vouloir, il faut l'imposer entre guillemets avec assurance et sérénité. Je vais passer le micro dans la salle. S'il y a certains d'entre vous qui souhaitent poser une question au docteur Almeida, je vous invite à lever la main. Madame, parlez bien près du micro. Pour revenir sur la solitude, si elle est choisie, elle a un impact négatif? Très bonne question. Effectivement, il est parlé de souffrance liée à la solitude. Mais si on ne souffre pas de solitude, si c'est une solitude choisie, voulue, nécessaire, dont on a besoin, il y a des personnes, des types de personnalités qui ont besoin de plus de solitude pour avoir un équilibre, qui ont besoin d'être dans leur bulle, qui ont besoin... Mais même ces personnes-là qui ont besoin de solitude, à un moment donné, vont avoir besoin aussi de contact, de liens sociaux pour être en bonne santé. Donc, les études qui montraient un impact très négatif sur la santé, c'était des personnes qui souffraient de solitude, pour lesquelles la solitude était un stress. Donc, quand c'est un choix, il n'y a pas ces conséquences négatives. C'est pas un stress. Oui, mais à ce niveau-là, être seul, quand vous avez dit être seul, ça veut dire être seul. On peut être très entouré et être seul parce qu'on n'est pas compris par l'ensemble des gens qui nous entourent. C'est une forte pression de stress. C'est vrai que c'est la notion de confident, de confiance, de personne de confiance. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, en vieillissant, il faut faire le tri, je pense, de ces relations. Et il faut garder les plus authentiques, les plus... Ou à trouver. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et il faut aller vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc, il faut peut-être justement sélectionner des associations qui vont dans le sens de ce que vous aimez faire et des valeurs que vous aimez. Voilà. Après, c'est vrai que la famille, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de voir ce qu'on aime mieux.
En parlant, bon, si je peux continuer au niveau des associations, j'ai fait la journée des aidants à Clermont. La journée des aidants à Clermont. des aidants. Oui, oui, des aidants à Clermont, où il y avait toute une série d'associations représentées. La seule association que j'ai trouvée qui puisse répondre à ma demande, on va dire, c'est bien la vôtre, Archicarco. Parce que les autres, on m'a dit, oui, mais on ne peut pas vous répondre. Voilà, donc il faut qu'il y ait des associations pour tout le monde, hein, qui puissent. Oui, je suis d'accord. Mais merci pour. J'appelle une affiche publicitaire et les gens ne sont pas suffisamment investis. Madame, si vous voulez poser votre question. Merci. Oui, et je voulais vous parler tout à l'heure de l'altruisme. Il faut faire très attention aussi parce que souvent, quand on aide les gens, des fois, c'est un peu difficile. C'est très, très difficile. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là. Et je voulais vous dire, madame, il y a des associations lire et faire lire pour les enfants. Et ils demandent des gens, ils demandent des personnes de 60 ans pour faire lire dans les écoles. Et je peux vous dire que c'est magnifique parce qu'il y a les jeunes, mais il y a les enfants aussi qui vous apportent plein de choses. Moi, j'en fais partie. Bon, pas en ce moment. J'ai arrêté parce que j'ai eu un souci de santé. Mais voilà, ils cherchent énormément de monde. Oui, mais il faudrait avoir des contacts, être beaucoup plus reconnu, que les gens puissent y adhérer, que ça soit connu et pas simplement présenté. Parce que, bon. Mais il suffit simplement de taper, enfin, moi, j'ai pas Internet, ni Messenger, ni Facebook, ni quoi que ce soit. Mais il faut aller, c'est vers la rue Pelletier. Et, la Ligue de l'enseignement. Voilà, la Ligue de l'enseignement. Voilà, c'est ça. Et il faut vous inscrire, ils cherchent énormément de monde. Parce qu'il n'y a pas assez de monde pour lire dans les écoles. Et la lecture est tellement bien avec les enfants. Je peux vous dire que c'est magnifique. Je suis d'accord avec Très intéressant. Réalité, du coup, maintenant, le service Partage à Toi, représenté par l'association SIRA, de venir nous présenter de manière relativement synthétique avant le témoignage de personnes qui pratiquent la cohabitation intergénérationnelle. Donc, de nous présenter un petit peu le dispositif. Donc, je souhaite la bienvenue à Cécile Moreira, la directrice du SIRA, et Aurélie Sandy, la responsable du service de cohabitation Partage en Toi. Je passe la parole. Merci à tous de vous être déplacés ce matin. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux en présentiel et en distanciel. Et merci du coup à la MGN et à la CARSAT également d'avoir fortement contribué à l'organisation de ce matin, ainsi qu'au docteur Almeida de nous avoir aussi rejoint et pour sa participation et son intervention très très intéressante. Brièvement, on va vous présenter un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Donc, on va vous présenter la cohabitation intergénérationnelle qu'on propose sur le secteur du Puy-de-Dôme, donc via Partage un Toit. Donc, le service de partage un toit a été créé donc, par notre association qui s'appelle le CIRA, qui existe sur Clermont-Ferrand depuis 2013. Et notre mission de départ, c'est d'accompagner dans leur recherche de logement des personnes qui en ont besoin pour accéder à une formation ou à un emploi, et ce partout en France. Et dans le cadre de nos premières, de nos premières missions et des recherches de solutions de logement, très rapidement, nous avons été amenés à être en contact avec des associations de cohabitation intergénérationnelle solidaire, notamment sur le territoire rhône-alpin, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'identifié du côté auvergnat. Et donc, très rapidement, on a tissé des liens avec ces structures-là parce qu'on partage de valeurs communes autour de l'humain et de solutions à proposer pour des jeunes en mal de logement, mais aussi pour des seniors qui avaient besoin d'avoir des présences chez eux. Et donc, du coup, nous avons été un petit peu sollicités par eux pour pouvoir développer un service sur le territoire du Puy-de-Dôme. Donc voilà, on a fait une étude d'opportunité grâce à Cohabilis Aura en 2020, donc sur le territoire du Puy-de-Dôme. On a démarré notre activité en 2021, alors plutôt en milieu d'année.
déjà notamment grâce au soutien de la CARSAT d'ailleurs, qui avait commencé à communiquer auprès de ces seniors. Et donc, nous avons développé ce service au départ. Donc, on a commencé sur Clermont-Auvergne Métropole et on a développé en 2022 sur l'intégralité du département du Puy-de-Dôme. Et là, en 2023, on est en train de porter notre regard sur le sud du département de l'Allier, plus précisément sur le secteur de Vichy. Je vais vous parler un petit peu du réseau auquel on appartient et qui nous a un petit peu entraîné dans l'aventure. Donc, en France, la cohabitation intergénérationnelle solidaire est née suite à un événement d'ampleur extrêmement tragique dont vous vous souvenez certainement, c'est-à-dire la canicule de 2003. Où malheureusement beaucoup d'aînés étaient décédés seuls chez eux parce que du coup pas d'entourage qui avait pu s'apercevoir de leur détresse et de leurs difficultés. Donc un certain nombre de personnes se sont mobilisées partout en France pour dire mais comment on peut faire pour lutter contre ça, et du coup essayer de structurer donc des services pour pouvoir positionner des jeunes chez des seniors pour faire un duo gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le senior propose un toit au jeune et le jeune amène sa présence auprès du senior dans sa vie quotidienne, aussi bien donc pour de la sécurité entre guillemets physique, mais aussi pour le bienfait qu'a évoqué tout à l'heure le docteur Almeida, pour avoir ce contact social au quotidien tellement important dont on a tous besoin. Et ça, je tiens à insister aussi sur une chose, c'est que c'est vrai pour les seniors, mais un jeune qui arrive aussi dans une ville où il ne connaît personne, qui n'a plus ses parents quand on est sur une première décohabitation, c'est tellement important là aussi d'avoir quelqu'un de confiance avec qui on peut partager et échanger tous les jours que effectivement on est vraiment dans cette relation gagnante-gagnante. Donc suite à cette tragédie de 2003, il y a eu des structurations qui se sont faites dès 2004, notamment sur des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Grenoble, et c'est vrai que la région Rhône-Alpes a été assez précurseur dans ce domaine-là. Des associations qui se sont structurées également en réseaux nationaux, tels que l'IS, COSI, Ensemble de Génération. Et l'IS et COSI, en 2020, se sont réunis en un seul et même réseau qui s'appelle Cohabilis, donc Cohabilis France, qui réunit aujourd'hui à peu près 40 associations sur l'ensemble du territoire métropolitain et aussi en Outre-mer. La déclinaison en Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est Cohabilis Aura. Nous sommes aujourd'hui 8 associations sur Cohabilis Aura, qui sont là aussi réparties sur les territoires des Deux-Savoie, Isère, 2 associations dans le Rhône, une association qui est sur Dromardèche. Et donc, du coup, nous sommes aujourd'hui du côté auvergnat, en souhaitant pouvoir essayer et avoir d'autres petits qui vont arriver sur les départements, notamment du Cantal, de la Haute-Loire, Allier, pour que du coup, il y ait vraiment un maillage territorial qui puisse s'opérer. Au niveau national, sur l'ensemble des structures de Cohabilis France, il y a plus de 1500 binômes qui se créent chaque année. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a eu 350 sur l'année 2022. Donc, c'est pour vous dire que c'est une solution pour lutter contre la solitude, aussi bien des seniors que des jeunes, qui fonctionne. Aujourd'hui, nous, on a la satisfaction sur le département d'avoir signé en 2022 10 cohabitations intergénérationnelles solidaires. Il y en a 7 qui fonctionnent déjà depuis le début de l'année 2023. Et du coup, ce matin, on souhaite, en venant vous présenter ce dispositif-là, vous faire connaître les bienfaits qu'il peut y avoir avec de belles histoires dont on va parler notamment tout à l'heure, et peut-être générer des vocations pour pouvoir accueillir un jeune chez vous au quotidien. Je vais laisser la parole à Aurélie qui est en charge du service. Moi, je ne fais pas grand-chose, je suis directrice, donc c'est normal. Mais du coup, celle qui est vraiment en responsabilité de ce service et qui crée les belles histoires qui ont été écrites depuis maintenant 1 an et demi, c'est Aurélie à qui je vais laisser la parole.
Donc, au niveau de notre service de partage un toit, nous sommes deux. Donc, Cécile qui vient de vous présenter un petit peu le contexte de création de l'association et le service, et moi-même, donc je suis en responsable des cohabitations pour le service partage un toit et chargée de logement pour le CIRA depuis maintenant bientôt 5 ans. Donc, vous avez une petite illustration de la première cohabitation qui a été signée. Donc, je remercie déjà la CARSAT pour l'organisation d'aujourd'hui, la MSP, vous d'être présents aujourd'hui, et on a la chance d'avoir le binôme témoin qui va vous présenter un petit peu son expérience et deux hébergeuses qui sont venues ici aujourd'hui. Donc, vous avez Rosemary, Louane qui témoigneront, Gisèle et Béatrice qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui aussi. Dont Gisèle, effectivement, dans l'administration du CC, qui a été la première signature de contrat. Au niveau du fonctionnement, donc le but, c'est de mettre en relation des personnes de plus de 60 ans qui ont au moins une chambre disponible chez eux avec des jeunes de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation. Donc, au niveau des profils des jeunes que l'on peut recevoir, on a vraiment des profils assez variables. La majorité reste des étudiants, mais on peut avoir autant des alternants, des stagiaires, des services civiques, des personnes en reconversion professionnelle. Voilà, on a vraiment des profils très larges au niveau des jeunes qui postulent pour le service. Et par rapport aux seniors, effectivement, ce peut être autant des personnes qui sont propriétaires d'un logement que des locataires. Et également locataires de logements sociaux. Je tiens à le préciser, on a un partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux sur le département du Puy-de-Dôme. Voilà, pour vous les citer, Auvergne Habitat, Office, la CDC prochainement, normalement, et Assemblia, qui nous soutiennent qu'il faut cibler effectivement les profits de leurs locataires qui étaient en sous-occupation, de manière à véhiculer l'existence de notre service. Et la sous-location, normalement, en tant que locataire de bailleur social, n'est pas autorisée, sauf dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc ça, c'est important de le savoir. Et au niveau des hébergeurs, ce peut être autant des personnes qui sont seules, donc veufs, divorcés, séparés ou célibataires, tout simplement, que des personnes en couple. On a des hébergeurs qui sont également en couple qui optent pour le fait de proposer une chambre chez eux. Voilà. Donc, le rôle, effectivement, que je tiens aujourd'hui, ça va être d'un côté de vérifier si les offres qui sont proposées par les seniors correspondent effectivement aux valeurs de notre association et si effectivement les seniors ne cherchent pas une substitution d'aide à domicile. C'est surtout ça parce que c'est bien un contrat de cohabitation qui est signé et non un contrat de travail. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, donc on se charge de faire le relais et de vérifier effectivement qu'il y ait tous les relais nécessaires mis en place ou s'il y a un besoin à ce niveau-là. Il faut aussi que la demande du senior ne soit pas uniquement un besoin financier. Parce qu'effectivement, on verra après au niveau des formules que l'on propose, la redevance déjà n'est pas très conséquente, hein, on verra tout de suite après. Mais ce que l'on cherche avant tout, au-delà de l'aspect financier, même si ça peut être un petit plus vis-à-vis des seniors, ça va être le lien entre générations. Au niveau des jeunes, ça va être un petit peu la même chose. Donc, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, donc au niveau des seniors, on se rend systématiquement au domicile des personnes pour vérifier déjà que le logement qui est proposé respecte les critères de décence d'un logement. Donc, minimum une chambre de 9 mètres carrés. Si c'est plus, ben voilà, c'est encore mieux, effectivement. On a des hébergeurs qui vont proposer des totales dépendances avec une salle de bain individuelle en fonction de la taille de la maison ou de l'appartement. Mais c'est au minima, effectivement, une chambre meublée mise à disposition pour le jeune. Donc, une fois que cette visite est effectuée, on reçoit en parallèle chaque jeune qui candidate, on le reçoit en entretien physique si possible. On a quelques visios qui sont mises en place pour des jeunes qui sont soit de nationalité étrangère, c'est déjà arrivé. On a pu avoir des jeunes qui venaient du Brésil, l'Amérique latine, etc. Donc, on organise des visios pour la prise en compte de la demande, mais si possible en physique. Et une fois que l'entretien est validé, à ce moment-là, on organise une première rencontre au domicile des hébergeurs, toujours en notre présence. L'association est là comme relais, comme appui et comme soutien. Donc, on est là lors de chaque rencontre pour vérifier que tout se passe bien, que les deux personnes et les personnalités peuvent aussi correspondre, parce que ça va beaucoup jouer sur les affinités possibles. Et une fois que ce rendez-vous-là est effectué, si les deux parties confirment leur accord pour signer un contrat, à ce moment-là, on fixe un ultime rendez-vous pour signer un contrat de cohabitation qui est mis à disposition par l'association, où à l'intérieur, on va pouvoir renseigner toutes les modalités.
Donc, au niveau des formules que l'on peut proposer, on en a mis en place deux différentes. Une qu'on va appeler la formule solidaire, où le jeune va s'engager sur des temps de présence auprès de son hébergeur. Dans ce cas-là, le jeune va payer une redevance de 50 € par mois à son hébergeur. Ça représente à peu près les charges supplémentaires que peuvent représenter la consommation d'électricité, l'eau, etc. C'est une petite participation pour les charges notamment. Dans cette formule-là, le jeune va s'engager à des temps de présence. Donc, sur le papier, après, c'est modulable en fonction des besoins de chacun, hein, bien entendu. Mais sur le papier, ça va être à partir de 19 h le soir, plutôt si possible, hein, mais à partir de 19 h au maximum le soir. Présence la nuit, donc ça peut être effectivement plus rassurant. Souvent, c'est pour des seniors qui ont besoin d'une présence bienveillante, rassurante la nuit. Encore une fois, ça ne va pas remplacer une aide à domicile, donc il ne faut pas que le senior réveille 5 fois par nuit son hébergé, de manière à ce que ça ne perturbe pas non plus le sommeil effectivement du jeune. Donc ça, on est bien vigilant par rapport à ça. Peuvent être demandés dans cette formule des menus services. Donc les menus services, ça peut être fermer les volets, sortir les poubelles de temps en temps, aller acheter une baguette, voilà, ce genre de menus services peuvent être demandés. La seconde formule qu'on a mis en place, c'est la formule conviviale. Dans celle-ci, le jeune va payer entre 50 et 150 € par mois. Ça, c'est plus le senior qui va fixer effectivement le montant qu'il souhaite mettre en place. Au maximum 150 € par mois. Et dans celle-ci, le jeune ne va pas s'engager sur des temps de présence. C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de venir le soir à 19 h. S'il souhaite rentrer à 21 h, c'est aussi possible. Le tout, c'est qu'on privilégie bien le lien social. Donc, il y ait des échanges, c'est possible par partage d'une activité, un temps de préparation de repas, voilà, ce genre de choses-là qui soient bien mis en place au niveau de la cohabitation. Par rapport au service que l'on a mis en place au niveau de notre association. Oui, pardon. Prix qu'on prenne les repas. Alors, non. Alors, au niveau des tarifs qui sont indiqués, effectivement, il n'y a pas les repas qui sont compris dedans parce qu'on part du principe que les jeunes doivent se payer leurs propres courses en ce qui concerne leurs dépenses. C'est-à-dire que, voilà, en ce qui concerne les dépenses alimentaires, hygiène, etc., le jeune va effectivement faire ses propres courses. On peut avoir des binômes qui font leurs courses ensemble, qui mutualisent de manière à avoir des prix un petit peu plus intéressants et après qui s'arrangent au niveau du paiement pour que chacun ait sa part. On va normalement mettre en place, on a eu une sollicitation d'hébergeurs qui nous ont demandé si c'était possible de mettre en place des forfaits repas pour la confection des repas. Donc, on va avoir des hébergeurs qui vont se proposer de préparer les repas pour leur héberger. Ça, c'est une option facultative, hein. Ce n'est pas du tout une obligation. Donc, si jamais vous recevez quelqu'un chez vous, vous n'êtes pas dans l'obligation de lui préparer ses repas. Mais si il est nécessaire effectivement de mettre en place un forfait, on va l'étudier. C'est en cours effectivement au niveau de notre association pour que le jeune paye une redevance supplémentaire par rapport à la confection de ses repas. Voilà. Le petit plus, donc juste en bas, donc par rapport à tout ce que l'on propose, l'accompagnement lié au service, on fait adhérer chaque année les hébergeurs et les hébergés. Donc pour les jeunes en tant qu'hébergés, ça représente une somme annuelle de 50 €, réglable en 2 fois, donc 15 € pour valider la candidature et ensuite 35 € au moment de la signature du contrat de cohabitation. Et pour les hébergeurs, ça représente 100 € à l'année, donc 30 € dans un premier temps au moment de la prise en compte de l'offre, et ensuite 70 € au moment de la signature du contrat. Suivi toute l'année par le service. Voilà, exactement. La sécurité un petit peu. La plus-value de passer par notre association, c'est qu'il y a vraiment une personne physique qui est là derrière pour pouvoir vous accompagner et répondre à vos questionnements. Et on propose un suivi régulier, mensuel. Donc, chaque mois, je me charge, parce que moi, je suis seule, donc je me charge d'appeler les hébergés et les hébergeurs pour faire le point si tout se passe bien. Et si jamais il y a des conflits ou des ajustements à faire, parce que ça peut arriver, même si on préqualifie au maximum les candidatures en amont pour que ce soit des profils qui puissent s'entendre au mieux, il peut y avoir des ajustements à apporter. Et dans ce cas-là, on se positionne en tant que médiateur. Voilà. Et si jamais il y a vraiment un très gros conflit, le contrat de cohabitation peut être rompu de manière anticipée. Et quelle durée le contrat, s'il vous plaît? Au niveau de la durée, alors on a fixé une durée minimale à 2 mois.
Et au niveau du maximum, c'est 12 mois renouvelables. Donc, c'est-à-dire, et autant que les hébergés et hébergeurs le souhaitent. C'est-à-dire que si on a des étudiants qui souhaitent rester 3 ans de suite chez la même personne, c'est possible. Et au niveau du court séjour, on va avoir des hébergeurs qui vont accepter des stagiaires, par exemple, qui seraient là pour 3-4 mois, qui accepteraient effectivement d'accueillir plusieurs jeunes à l'année. Donc, au niveau de la diaporama suivante, donc, c'est par rapport au bilan que l'on a effectué. Donc, comme vous l'a dit Cécile, sur l'année 2022, on a pu créer 10 cohabitations. Donc, depuis la création du service, on en a créé 19, à savoir que le premier contrat a été signé en septembre 2021, donc assez tardivement par rapport à la création du service. Il a fallu lancer les outils de communication, etc. Donc, le premier contrat, effectivement, à la rentrée 2021. Et au niveau des chiffres, donc 5 en 2021, 10 en 2022, pour le moment 4 en 2023, donc depuis janvier 2023, et on a un objectif de 25 cohabitations, dont 20 sur Clermont-Auvergne Métropole. Voilà, au niveau des hébergeurs, vous pouvez voir les chiffres, mais au niveau des hébergeurs, on a surtout... Excusez-moi de vous interrompre, nous avons une question à distance de quelqu'un qui demande si les montants sont-ils imposables au titre des revenus fonciers. Alors, les montants des redevances, non. Par contre, l'adhésion à l'association, oui. On peut le déclarer au niveau des impôts. Les démarches à faire, voilà, nous, l'association fournit un justificatif parce que c'est une adhésion à l'association, donc c'est en partie déductible d'impôts. C'est ça pour l'adhésion. Voilà, mais... La question, c'était si la redevance de l'étudiant devait être déclarée en tant que revenu. Non. Non, ah oui, effectivement, non, ça ne doit pas être déclaré en tant que revenu supplémentaire, parce qu'on respecte les 140 € par mètre carré par an. Donc, dans le cadre de la cohabitation, ce qui fait qu'effectivement, l'hébergeur n'a pas à déclarer le supplément. D'accord, merci. Il y avait peut-être une autre question. Oui, par rapport aux chambres, oui, par rapport au tarif. C'est bien, tu as une question sur une personne issue à distance. Alors non, juste une remarque d'Hélène qui dit que les étudiants, c'est plutôt 10 mois que 12 pour la slide d'avant. Et j'ai vu apparaître sur les tarifs. Pourquoi est-ce que c'est l'association qui détermine le montant de la redevance? Effectivement. Alors, déjà, pour la première question, 10 mois au lieu que 12, oui, effectivement, la plupart des étudiants restent sur le temps de l'année scolaire. On peut avoir des étudiants qui engagent leur période de scolarité et qui ensuite prennent aussi un job étudiant. Donc, le besoin peut s'adapter, être évolutif en fonction du besoin et de la situation du jeune et de l'hébergeur. Par rapport à la seconde... Oui. Non. Il y avait juste, pardon, excusez-moi, une autre question de Hélène qui dit pourquoi les tarifs de mise à disposition des chambres sont définis par l'association et non par l'hébergeur. Oui, alors c'est bien défini. Les forfaits de manière globale, les 50 et 150 € sont définis par l'association puisqu'on s'est basé sur déjà les prix du marché, entre guillemets, locatif sur le Puy-de-Dôme pour être d'accord, parce que les cohabitations intergénérationnelles doivent bien sûr être en dessous du marché locatif global. Et on s'est référé auprès du réseau Cohabilis, qui a plusieurs structures membres, comme Cécile vous l'avez présenté tout à l'heure, qui effectivement mettent déjà en place ces forfaits-là. Nous, on a été formés au mois d'avril 2021 avec Cécile par une association grenobloise qui s'appelle DIVI, donc Domicile Intergénération Isérois, qui existe depuis plus de 15 ans, je crois maintenant, sur le territoire de l'Isère. Et effectivement, c'est les tarifs que eux mettent déjà en place depuis leur création. Voilà, donc on a vraiment... Juste pour préciser, comme l'a très bien dit Aurélie tout à l'heure, ce qu'on privilégie au niveau des valeurs, notamment de notre association, c'est vraiment une valeur humaine qu'on met autour de cette cohabitation intergénérationnelle solidaire. Tous les bienfaits que ça a au niveau des liens sociaux, aussi bien pour les seniors que pour les jeunes. Et on ne souhaite pas que du coup, ce soit le côté mercantile, entre guillemets, qui prenne le pas sur ce côté humain. Donc, c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix, et c'est le choix, comme l'a dit Aurélie aussi, de l'ensemble des membres du réseau Cohabilis, d'encadrer les prix des cohabitations. Alors, on sait que là, cette année, notamment 2022 et malheureusement 2023, prend même pas que notamment le prix de tout ce qui est combustible, électricité, gaz, etc. sont en train de flamber
et que peut-être qu'il va y avoir une petite étude pour une revalorisation des redevances par rapport à ces coûts supplémentaires qui sont portés par les hébergeurs. Mais néanmoins, encore une fois, cet encadrement, il est souhaité par rapport aux valeurs, encore une fois, humaines qu'on souhaite mettre en avant par rapport au côté argent. Voilà. Aurélie, une question par rapport à la diapo. Il y a eu 60 jeunes en contact et seulement 10 contrats. Pourquoi cette Oui, alors, différence? parce qu'en période de pleine rentrée scolaire, on a beaucoup de sollicitations de masse et finalement, on a beaucoup de jeunes qui nous sollicitent pour une prise d'information, qui trouvent d'autres solutions de logement ou certains pour lesquels la cohabitation intergénérationnelle ne correspond pas. Donc, dans ce cas-là, c'est mon rôle aussi de les réorienter vers des solutions les plus adaptées possibles. Donc, d'où notre double casquette aussi, SIRA Partage un Toit, c'est de pouvoir aussi faire la transition entre le service Partage un Toit, si le besoin du jeune ne correspond pas, vers d'autres solutions, résidences étudiantes, particuliers, bailleurs sociaux, etc. Voilà. Donc, ça correspond au mieux aux besoins de chacun. D'accord. On a également une autre question de Francis. Le jeune peut-il recevoir des personnes au domicile de l'hébergeur? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est à définir. Donc, on a des hébergeurs qui vont l'accepter, d'autres qui vont le refuser. C'est tout à fait possible et acceptable. Ce sera bien sûr mentionné dans le contrat de cohabitation. Donc, certains vont accepter, mais de manière occasionnelle. Donc, en prévenant. Il ne faut pas que ce soit la fête, la java tous les jours dans la maison, sauf si l'hébergeur souhaite faire la fête avec son hébergé. Hein, c'est possible aussi. Mais voilà, c'est les conditions qui font que. Donc, effectivement, des jeunes qui vont avoir besoin de recevoir un ou une petite amie, etc., là, c'est plus complexe et ce n'est pas une solution qui peut leur correspondre. Sauf si l'hébergeur, encore une fois, l'accepte. Ça, c'est les hébergeurs qui le définissent. Vous avez une question, madame, dans le fond, je crois? Oui, c'était la même. C'était la même, très bien. Je ne sais pas si vous avez fini votre présentation. On a juste une dernière, mais peut-être que Cécile va conclure avec la dernière. On va passer à la table Oui, ronde. bien. Donc, j'en ai déjà brièvement parlé tout à l'heure. Hein, donc, ce que nous souhaitons, c'est développer un petit peu le service du côté du sud de la ville, notamment sur le secteur de Vichy. Le développement en partenariat, eh bien, il est constant. Hein, nous avons encore une fois la chance d'avoir aujourd'hui le soutien de la CARSAT, de la MGEN, des bailleurs sociaux, du département du Puy-de-Dôme. Mais c'est quelque chose qui se tisse absolument tous les jours. Et aujourd'hui, le CCAS également, le projet d'autonomie, ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et pour le coup, là, je travaille un peu. J'avoue, pour une fois, je travaille un peu. Mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour être au plus près, du coup, des territoires, des personnes, aussi bien des jeunes que des seniors. Donc, le but, c'est de signer 25 contrats d'ici la fin de l'année. Là aussi, on se fixe des objectifs quantitatifs, mais là aussi, ce qu'on privilégie, c'est pas forcément la quantité, mais c'est bien la qualité, parce que là aussi, sur les 2 premières années, on a été un petit peu en deçà des objectifs peut-être un peu trop ambitieux qu'on s'était fixés. Néanmoins, les cohabitations qui ont été réalisées, et grâce pour le coup, là, vraiment, je dirais, au talent d'Aurélie, c'est que sur les cohabitations qui ont été réalisées, il y a vraiment des belles histoires humaines derrière, avec des vrais liens qui se sont créés entre les hébergeurs et les hébergés, qui vous en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et c'est vraiment ça, en fait. La source de notre mission, c'est d'avoir, encore une fois, ces binômes qui se créent et avec de belles histoires humaines qu'il peut y avoir derrière. Donc, tant pis si on n'en a pas 25. Si on en a 18, mais que ça se passe super bien pour les deux, et ben c'est le but qui sera atteint. Voilà. Et peut-être là aussi, en 2023, on est en train de regarder sur l'élargissement, en fait, des tranches d'âge, parce qu'on a des jeunes de plus de 30 ans qui peuvent nous solliciter pour ces solutions d'hébergement intergénérationnel. Et on a également des hébergeurs de moins de 60 ans qui peuvent nous solliciter là aussi parce que ils ont envie d'ouvrir leur maison à des jeunes, toujours là aussi dans cet esprit de partage. Donc, on est en train de regarder si on peut faire aussi évoluer, bouger un petit peu les lignes pour qu'il y ait un plus grand bénéfice possible pour les populations sur le territoire du Puy-de-Dôme. Très bien, merci. Et enfin, juste la dernière diapo pour les coordonnées. Ça peut être aussi utile. Voilà. À vos stylos. Donc, effectivement, on va avoir le petit temps de table ronde avec le témoignage d'une cohabitation intergénérationnelle où vous pourrez poser d'autres questions.
Mais ensuite, effectivement, on proposera un atelier dans 15 jours pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui souhaitent aller plus loin. Et puis, il y a aussi le numéro de téléphone de Partage Emploi, donc vous pouvez contacter aussi directement pour avoir des informations si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, parce que on s'adresse à vous, mais on compte sur vous aussi pour diffuser l'information auprès de vos connaissances qui pourraient avoir un intérêt à ce dispositif. Je tiens à faire une petite conclusion que j'ai omise. Donc, on a actuellement une alternante au CIRA qui est en train de travailler, donc Marie ici présente, désolée, je t'affiche un petit peu. Donc, qui est en train de travailler sur un support de communication à destination de Partage Emploi, donc un livret de recommandations pour pouvoir le fournir à l'entrée des cohabitations, donc avec des conseils utiles pour chacun. Donc, c'est dans le cadre de son examen, effectivement, donc pour validation. Elle travaille là-dessus et on est censé le mettre en place normalement d'ici la rentrée de septembre 2023. Voilà la petite connexe. Bon, je vous propose merci beaucoup, on vous applaudit. Et du coup, je vous propose de vous asseoir sur la table ronde et du coup d'accueillir notre binôme si vous voulez en classe. Donc, je vous présente Rosemary et Louane qui ont accepté gentiment de venir témoigner aujourd'hui sur leur cohabitation. Donc, depuis août 2022, effectivement, elles habitent toutes les deux ensemble. Donc, je vais les laisser se présenter à tour de rôle. Si vous avez des questions à leur poser, ce sera l'occasion de le faire, en distanciel aussi, bien entendu. Et ensuite, on viendra en complément si besoin. Rosemary, je vous laisse commencer ou Louane? C'est plus rassurant. Merci beaucoup. Du coup, je m'appelle Louane, je suis étudiante en licence d'histoire pour la première année. Donc, la cohabitation, c'est la première fois. C'est un peu aussi la première fois que je m'éloigne de mes parents. Donc, c'est vraiment tout nouveau, notamment la ville de Clermont. Donc, avoir une cohabitation, ça me rassure d'avoir un adulte qui me permet de m'expliquer comment Clermont fonctionne avec l'administration. C'est peut-être beaucoup plus simple que de déranger les parents. Ils sont à distance et qui doivent travailler aussi. Et ça permet aussi notamment d'échanger des informations un peu plus jeunes avec notamment les personnes âgées dont des informations par rapport à l'informatique, faire un peu d'apprentissage. Et en même temps, ça me permet aussi de découvrir de la culture un peu, qu'on peut dire un peu plus ancienne, qui n'est plus vraiment mise à jour actuellement. Alors, présentez-vous, pourquoi vous avez opté pour ça? Donc, je suis Rosemary, donc moi, j'étais assistante maternelle pour la ville de Clermont-Ferrand, je gardais les enfants jusqu'à 3 ans. Et du jour où j'ai été à la retraite, étant donné que j'avais un F4 et j'habite toute seule dans mon F4, on m'a proposé de prendre une étudiante à la maison, sinon il fallait que je déménage de chez moi. Donc, j'ai accepté de prendre l'étudiante. Et comme moi, je suis nulle en informatique, il faut tout faire que les informatiques, et ben, elle m'aide pour l'informatique. Puis on bricole un peu ensemble. Je l'emmène à la danse. Quand je fais de la danse, je l'emmène avec moi. Quand je peux l'emmener, je l'emmène avec moi. Et puis voilà. Voilà, alors, on va profiter de vous, on va vous interroger. Est-ce que vous pouvez me dire déjà comment vous avez connu le service, toutes les deux? Quel est votre quotidien? Comment vous organisez au niveau des repas? Est-ce que c'est plutôt libre? Est-ce que vous avez mis en place des choses en particulier ou pas, hein, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est assez adaptable en fonction des besoins de chacun. Donc, un petit peu comment se passe votre quotidien depuis le début de la cohabitation? Personnellement, j'ai repris connaissance de Partage à toi via La Montagne. J'avais tombé sur un article via La Montagne et je me suis dit, je peux essayer si ça me permet d'avoir une cohabitation avantageuse. Et par rapport au quotidien, j'essaie d'être le plus souvent présente à l'appartement étant donné que j'ai les cours. Donc, ça fait que je me lève plutôt de bonne heure. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de visibilité puisque j'essaie d'être le plus discrète possible avec les voisins et puis pour pas déranger.
Mais sans quoi, j'essaie oui, de partager le plus de moments possible, malgré les devoirs, les examens que j'ai, ou les activités qui nous sont prévues un peu à la dernière minute. Et pour les repas, on se fait chacune notre propre repas et on essaie de le partager quand on n'a pas d'événements de dernière minute qui nous bloquent un peu. Alors, oui, c'est vraiment, on fait chacun notre repas. Je demande des fois quelques conseils sur la cuisson pour certaines petites choses. Mais oui, c'est plutôt un peu, on essaie de surtout partager quand on peut. Du coup, vous avez des loisirs ensemble? Non, c'est pas ce que vous dites. Oui, la danse, mais là, avec les emplois du temps, ça devient un peu compliqué, mais il y avait une période où oui, elle m'emmenait à la danse folklorique et ça me permettait de découvrir et d'essayer. Vous alliez au cinéma aussi? Oui, ça nous arrive, oui, au cinéma. On peut savoir quel contrat vous avez opté? Oui, on a pris pour le contrat convivial. Comme ça, d'un côté, ça permet aussi, moi, d'aller voir mes parents qui sont dans l'Allier. Et comme on est encore assez proches les uns des autres, ça permet au moins de rester un peu ensemble. Il y a eu des difficultés ou pas du tout au démarrage ou sur les premières. Ça fait combien de temps que du coup, vous faites la cohabitation? Depuis le mois d'août 2022, donc ça fait encore pas encore un an, c'est encore tout récent. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, surtout de mon côté, étant donné que quand je connais pas trop la personne, je suis plutôt timide. Alors du coup, j'essaie d'improviser des solutions un peu personnelles et qui sont pas trop agréables pour la personne qui me loge. Mais ça va un peu mieux, oui. Je m'ouvre un peu plus avec le temps. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Oui, monsieur. Éventuellement, pourriez-vous dire si vous souhaitez continuer le contrat l'année prochaine? Oui, si ça dérange pas, Rosemary, je veux bien continuer. Je vais essayer de voir si possible si je continuer jusqu'à la fin des études qui sont plutôt assez longues. Mais oui. Comment ça se passe? J'ai une très forte voix. Comment ça se passe quand il y a des jeunes qui ont des religions, Ramadan et ainsi de suite? Est-ce que vous discutez avec est-ce qu'il y a beaucoup de gens, avec les partis, effectivement, même si on ne met pas en place de discrimination positive ou négative, quoi qu'il en soit, voilà, on discute parce que c'est quand même important. Voilà, on a déjà eu des questionnements d'hébergeurs si les jeunes sont musulmans ou pas, enfin d'autres religions, peu importe, mais amenés à prier pendant le repas, des choses comme ça. Voilà, on est transparent. On joue vraiment le quart de la transparence dans ce sens-là. Au niveau de nos hébergeurs, en général, quand on a des hébergeurs qui optent pour le dispositif, ce sont des personnes qui sont quand même très ouvertes d'esprit. Après, chacun peut avoir effectivement ses réticences et voilà, ses besoins, etc. Donc, libre à eux d'en parler. Bien sûr, et à partir du moment où on présente par exemple un jeune qui serait amené à prier avant son repas ou à prier dans sa chambre de manière isolée, on informe l'hébergeur de cet élément-là. Si c'est pas gênant, effectivement, voilà, on engage une cohabitation. Si c'est quelque chose qui est bloquant, le tout c'est pas d'installer de malaise, voilà, et ça reste un lieu de vie commun. Donc le jeune effectivement a sa propre chambre, mais va rester quand même en cohabitation et la majeure partie de son temps avec son hébergeur. Donc il faut pas que ça pose problème de malaise et d'effectivement de sujet à conflit ou mésentente. Voilà. Donc on se charge effectivement de faire le relais par rapport à ces éléments. On a des questions dans le chat. À distance, oui. Il y a Francis qui demande s'il y a des normes de confort à respecter, exemple salle de bain individuelle ou partagée. Non. Alors, le grand minimum, ça va être ce que je vous disais tout à l'heure au moment de la présentation, donc mise à disposition d'une chambre avec les critères de décence, donc une fenêtre, 9 mètres carrés, etc. Donc ça, c'est moi qui me charge de vérifier ces critères-là. Et la plupart des propositions restent effectivement les sanitaires et les pièces de vie, cuisine, etc. à partager avec l'hébergeur. Sauf si le logement est plus grand et que, encore une fois, il est possible de mettre à disposition une salle d'eau individuelle, mais ce n'est pas une obligation. On a beaucoup d'hébergeurs
où effectivement il faut mutualiser. Et nous, on a été très précautionneux, notamment avec la période de Covid, à bien insister auprès des jeunes comme des hébergeurs sur les questions d'hygiène. Voilà, de respecter le lieu, on le laisse tel qu'on l'a trouvé, on nettoie derrière son passage, etc. Ça, c'est très important et essentiel pour toute cohabitation, finalement. D'accord. Et j'ai également une remarque d'un retour d'expérience. Donc, bonjour, je suis maman d'une étudiante qui a bénéficié de l'habitat intergénérationnel sur Lyon. Elle a beaucoup apprécié, mais s'est sentie vraiment limitée dans sa vie quotidienne de jeune, car pas accueil des amis sur son lieu de vie, par exemple. Donc, pour elle, ça répond plus aux besoins de la personne âgée qu'aux besoins des jeunes. Donc, est-ce que vous avez un retour à faire par rapport à la remarque? Alors, si je comprends bien, l'hébergeuse ne pouvait plus forcément recevoir chez elle? C'est ça, oui. Non, c'était le choix d'étudiante qui pouvait recevoir des amis chez elle. Des amis chez elle, oui. Ah oui, alors ça, c'est d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, de passer plutôt par une structure, donc les associations membres du réseau Cohabilis notamment, il y en a 2 sur le territoire lyonnais principalement qui sont référentes, donc je vais citer Team Écolette et le Paris Solidaire, qui sont situés à Lyon, membres du réseau Cohabilis, donc d'où l'importance de faire remonter ces informations à la personne référente du service pour adapter, pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire un avenant au contrat pour redéfinir les modalités d'accueil, etc. Ou si effectivement la jeune s'exprime et qu'elle a besoin de recevoir des amis dans son propre logement, effectivement, les associations décrètent que la cohabitation n'est finalement plus les solutions qui leur correspondent et orientent vers d'autres solutions. Parce qu'effectivement, il ne faut pas forcer les personnes. On peut avoir envie et besoin de recevoir quelque chose qui n'est pas forcément possible avec la cohabitation, pas chez tout le monde en tout cas. Donc, encore une fois, on s'adapte et à chaque problématique, bien le faire remonter à la personne en référence de la structure pour qu'on puisse mettre en place des solutions. C'est tout l'avantage et la sécurité du service. Voilà. Du coup, il y a un suivi, il y a une question, il y a une adaptation à faire, on peut appeler la référente, autant du côté de l'étudiante que du côté de la personne qui héberge. Je trouve que c'est vraiment le plus. Est-ce que vous avez beaucoup d'hébergeurs sur Clermont-Ferrand? Sur Clermont, on a une majorité effectivement sur Clermont. La plupart sont sur Clermont. Au niveau des autres localisations, on va avoir Durton, donc c'est quand même très proche de Clermont. On va avoir Cournon d'Auvergne. Et il nous est arrivé en dehors de la Clermont-Auvergne métropole, on a eu des demandes de seniors qui habitaient par exemple vers Thiers, la Monnerie-le-Montel, d'autres vers Issoire, Parentignac par exemple, où là, il est plus problématique de trouver des candidatures de jeunes qui correspondent. Alors, on peut en recevoir parce qu'on va avoir des jeunes qui auraient une alternance, par exemple, donc leur entreprise dans des zones un peu plus rurales. Donc, on peut répondre effectivement à des propositions de personnes âgées qui auraient des offres en zone rurale. Mais effectivement, la majeure partie de demandes reste très centrée sur Clermont pour l'instant, en tout cas. Après, on cherche, comme Cécile vous le présentait tout à l'heure, à développer notre service. Donc, c'est tout un travail de communication auprès du public jeune et du public senior. Donc, voilà, pourquoi pas développer davantage hors Clermont Métropole. Déjà, dans plus en plus de stages à faire, donc aussi. Exactement. Tout à fait, pour des durées de stage. Je voulais savoir si l'hébergeur veut s'absenter quelques jours, est-ce qu'il peut laisser son... C'est quelque chose qui est prévu effectivement dans le contrat également. Donc ça, c'est des modalités qu'on inscrit réellement. Alors, 2 possibilités. Soit le senior, effectivement, accepte de laisser son logement aux jeunes en cas d'absence. C'est le cas pour tous nos hébergeurs pour le moment, de laisser une clé parce que ça pose pas de problème. Il y a un sentiment de confiance qui s'est établi. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Et puis, les hébergeurs, en général, savent que je reste quand même disponible en parallèle. Donc, si jamais il y a le moins de problématiques, ils peuvent me contacter s'ils sont absents. Mais ça peut être aussi renseigné dans le contrat. Je ne souhaite pas que le jeune soit là pendant mon absence. Et dans ce cas-là, moi, j'en ai effectivement l'information et on va essayer à notre niveau d'orienter le jeune sur cette période d'absence vers une autre solution. Oui. Voilà. Aussi, pour pas laisser le jeune sans rien. Voilà.
Il y a une autre question aussi à distance, donc de Francis. Est-ce que le dispositif est accessible également aux jeunes travailleurs non étudiants? Oui, tout à fait. Jeunes travailleurs, on a même eu des personnes, des jeunes qui nous ont sollicité, qui bénéficient des minima sociaux, qui ont bien sûr des projets, hein, mais pas forcément établis ou très construits. Donc, ça permet une insertion aussi à la fois sociale et professionnelle pour des jeunes qui n'ont pas, soit ils sont en décrochage scolaire, ce qui peut arriver, en projet futur professionnel ou de formation. Donc voilà, on peut effectivement avoir des candidatures de ce type-là. Nous, ce qu'on va vérifier par contre, c'est que les ressources soient nécessaires, suffisantes pour pouvoir assumer la cohabitation. Parce qu'au-delà de la redevance, même si elle n'est pas très élevée, donc 150 € maximum, il faut que le jeune soit en capacité de payer ses propres courses, les déplacements, etc. Enfin, tous les paramètres de vie quotidienne. Donc, on s'assure que le projet soit viable. Très bien. Et je reviens sur une question de Hélène. Donc, les tarifs de mise à disposition, pour les chambres, est-ce qu'ils comprennent les charges également? Oui, tout à fait. Ça comprend les charges. Donc, le jeune, c'est vraiment tout ce qu'il paye, donc 50 ou 150. Ça représente le tarif pour la chambre qu'il occupe, mais aussi l'ensemble des charges, donc électricité, chauffage, etc. Après, le plus qu'il faut voir, et ce sur quoi Marie est en train de travailler, c'est que l'accueil d'un jeune, c'est pas forcément des dépenses en plus. Ça fait utiliser qu'un seul frigo, par exemple. Voilà, voilà, il y a des choses à savoir. Pour des personnes qui seraient réfractaires parce que ils ont l'impression que ça pourrait leur coûter très cher. Effectivement, Cécile vous l'a dit, il y aura probablement une revalorisation au vu de l'augmentation des charges qu'on vit tous actuellement, mais ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher d'accueillir quelqu'un. Très bien. Et encore une autre question, le jeune doit-il souscrire sa propre assurance habitation? Oui, alors, chose que je n'ai pas définie, mais je me charge de le faire de toute manière à chaque contact de senior, donc il y a un contact téléphonique en général dans un premier temps. Le jeune doit souscrire à une assurance habitation et responsabilité civile. En général, la responsabilité civile, ils l'ont déjà. Si le cas, c'est une aide de n'importe qui qu'il rencontre, c'est important. Mais effectivement, ils doivent souscrire à une assurance habitation pour une chambre chez l'habitant. Un petit peu sur l'intérêt aussi sur le lien social. Louane, par rapport à la remarque qui a été faite par la maman sur le chat, vous, par rapport pour recevoir éventuellement des avis, comment ça se passe? Est-ce que c'est un frein? Pas vraiment, étant donné que pour l'instant, j'ai pas vraiment accueilli de personnes, étant donné que c'est un peu compliqué des fois. Ouais. Mais si vraiment j'en ai la nécessité, j'ai juste à demander à ce que Rosemary, ça la gêne. Ouais. Selon sa réponse, j'improvise ou je vois une solution. Alors, vous, Rosemary, comment vous vivez ça? Ouais. Normal. Ouais. Est-ce que si Louane vous demandez d'accueillir un ami pour étudier, voilà. Un ami qui nous faut des devoirs, ils ont fait leurs devoirs ensemble. Ça vous pose pas de problème. Le tout, c'est que je sois avertie, puis c'est tout. Voilà. Eh bien, à distance, on a une autre question de Francis. Le jeune peut-il bénéficier des allocations logement? Alors, par rapport à cet élément, effectivement, le jeune peut solliciter la CAF pour avoir les APL sur la formule conviviale, puisqu'effectivement, il y a, entre guillemets, une partie charge et une partie loyer, même si c'est pas comme ça qu'on le nomme vraiment, mais les jeunes peuvent effectivement souscrire, donc pour une chambre chez l'habitant. La demande est à faire sur le site de la CAF. Nous, parmi nos hébergés, on n'a pas de jeunes qui ont sollicité la CAF. Je saurais vous dire pourquoi. Donc, c'est vrai que j'ai jamais accompagné dans ces démarches-là. Mais s'il faut renseigner des jeunes à ce niveau-là, on fait aussi le relais et on transmet les informations. À savoir que le contrat est établi. Donc, c'est comme un contrat de location lambda. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ils fournissent des éléments à la CAF pour pouvoir bénéficier des aides au logement. Ça peut être déductible avec les 150 € ou les 50 €. Voilà, tout à fait. Des 150 surtout. Ça sera du coup la formule conviviale surtout. Et ça sera déductible donc le jeune personne. Il y a des nuances à faire si le senior les a déjà aussi de son côté. Bon, ça, c'est des petits ajustements à faire, mais je me charge de renseigner les parties ensemble. D'accord. On a deux autres personnes qui hébergent des jeunes aussi dans la salle. Tout à fait. Est-ce qu'elles ont envie de dire comment ça se passe? Comme vous voulez un petit peu.
Attendez, on ne fasse pas les. Ah bah oui. Bon, bah parfait. Moi, je vais me permettre de parler puisque je suis la première. Si vous pouvez peut-être monter, vous mettre à côté. D'accord. Vous avez les escaliers aussi. Les gens du chat vous verront. On peut vous laisser une place. Je suis donc la première personne, je me rappelle bien, qui a signé le contrat. Donc, j'ai eu 3 personnes en tout depuis le début. Une personne qui est restée 2 mois. Qui avait envie de vivre avec son compagnon, donc elle est partie en fait. Et puis très bien. Et Aurélie m'a donc trouvé tout de suite quelqu'un. On a averti exactement, faut tout dire. En fait, faut rien cacher. Et j'ai eu une jeune femme qui est restée 1 an, qui est repartie sur Vichy, avec qui j'ai téléphoné il y a pas très longtemps et qui m'a demandé si la jeune fille qui l'avait remplacée était gentille. Vous n'avez pas de problème avec elle. Voilà, on se prend des nouvelles. Et puis la jeune femme qui est là aujourd'hui est une étudiante en biologie. C'est ça. Et qui un jour est venue de week-end et m'a dit, de vacances, qui m'a dit, vous m'avez manqué. Et puis je dis, moi aussi. Voilà, et j'ai quand même une fille de 20 ans et qui a accepté de prêter sa chambre. Donc, parce qu'en contrepartie, je peux l'aider aussi. J'ai une toute petite retraite comme beaucoup de gens ici, je suppose. Donc voilà mon expérience. Très bien. Merci. Docteur Almeida, c'est une illustration concrète des bons conseils que vous avez prodigués en début de séance, quoi. Voilà l'illustration effectivement de l'altruisme. Je pense que de la solidarité intergénérationnelle, tout le monde est gagnant. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Moi, je laisse mes clés sans aucun souci. Et j'ai perdu ma maman l'année dernière. Je restais absente 4 mois. Il n'y a plus aucun souci. Je le redis peut-être quand vous avez personne à distance, donc vous laissez vos clés, voilà, et vous avez été absente 4 mois l'année dernière, c'est ça, et vous avez laissé votre logement et sans aucun souci. Et donc on est bien dans une relation de confiance, où il n'y a pas de stress et où il y a des échanges. C'est ce qu'on voulait montrer, c'est que bien plus que dans le service vraiment concret opérationnel de son logement et de complément à la retraite, et aussi tout cet aspect altruiste des 2 côtés. Il y a aussi le travail de ces 2 personnes. L'hospitalité, qui est vraiment de très bon recrutement. Il y a une bonne communication. Aurélie téléphone tous les mois. Donc voilà, donc un suivi mensuel téléphonique auprès de tous les hébergeurs. Physique si besoin. Voilà. Avec le mois de septembre, vous devez être surchargé. En période de rentrée, c'est souvent, c'est le cas pour le CIRA, pour l'association, parce que le service est récent. Et souvent, en période de rentrée, on a énormément de sollicitations, effectivement. Beaucoup de jeunes qui posent beaucoup de questions et qui sont intrigués par le dispositif, qui optent ou non pour la proposition. Mais c'est vrai que on a beaucoup plus de sollicitations en période de rentrée scolaire, mais encore une fois tout au long de l'année. Donc pour des stages, pour des alternances, pour tout profil. Et pour les jeunes qui sont hébergés chez les gens, pour les un petit peu de d'accord. Ah oui, c'est vrai, pardon. Donc pour les jeunes, pour les bus, tout ça, donc ils ont leur propre carte, ils font leur Voilà, pour tout ce qui est transport, donc on a aussi une mission d'information sur les solutions de mobilité. Donc on informe sur les solutions de transport quand il y en a. S'il n'y en a pas, on s'enseigne sur les autres possibilités en covoiturage, transport à la demande, etc. Donc ça, c'est plus les missions effectivement initiales du CIRA, mais je suis salariée du CIRA et de par effectivement tout ça, pour les jeunes ou même pour les seniors si besoin, qui sollicitent pour de la mobilité, on a cette mission-là d'information. On va arriver en conclusion de notre matinée. Une dernière question sur le chat. Aurélie, est-ce que les hébergés doivent-ils être majeurs? Pour une personne qui est dans les Combrailles, il y a des problèmes d'hébergement dans le lycée agricole de Pont-au-Mur.
Tout à fait. Alors oui, c'est des problématiques effectivement qui se posent au niveau de ces zones-là. Non, on a l'exemple ici présent. Donc, Loane a signé, sa maman a signé son contrat l'année dernière, qu'elle avait encore 17 ans. Et donc voilà. Donc au niveau des mineurs, c'est possible. Ce qu'on va se charger de faire à notre niveau, c'est de vérifier le degré d'autonomie des jeunes, puisqu'ils sont censés faire leur repas tout seuls. Donc, un jeune de 13 ans, 14 ans, voilà, parce qu'on commence l'apprentissage parfois à 14 ans, voilà, il faut c'est en fonction du degré d'autonomie du jeune et on vérifie que ce soit bien une volonté du jeune et pas uniquement de ses parents. Ce ne soit pas une charge pour le senior et surtout que le jeune ne soit pas une charge pour le senior derrière, parce que ce n'est pas le but du tout. C'est bien encore une fois ce outil d'entraide intergénérationnelle. Donc voilà, effectivement, l'autonomie du jeune est extrêmement importante dans ce dispositif. Et votre dispositif séduit-il plus de filles que de garçons? Non. Alors, au niveau des... Alors, si on parle d'hébergeurs ou d'hébergés, hébergeurs, on a une majorité d'hébergeuses. Et au niveau des hébergés, ça arrive un petit peu à l'équilibre. Sur 2022, on est à peu près à l'équilibre parce qu'on a au niveau des jeunes hommes, on a des alternants qui ont candidaté, qui ont opté pour notamment la formule conviviale ou on a des étudiants qui optent pour aussi la formule solidaire. Mais effectivement, on a l'équilibre au niveau du public des jeunes. Et on est dans la mixité aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant des hébergeuses qui accueillent des jeunes hommes que des hébergeurs qui accueillent des jeunes femmes. Voilà. Et écoutez, on arrive à la conclusion de cette matinée. Déjà, au nom de la CARSAT, je remercie tous les intervenants pour ces explications très éclairantes et très claires. Donc, c'est vrai qu'on souhaite soutenir et que l'information se diffuse sur l'existence de ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Et on le voit, a ensuite, des effets bénéfiques sur la prévention santé et sur le bien vieillir le plus longtemps possible. Donc, c'est un petit peu dans cette optique qu'on souhaite aussi développer et soutenir le dispositif. Je vous remercie tous, toutes les personnes d'être venues à notre salle de conférence pour avoir assisté à cette conférence. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis à distance. Voilà, écoutez, merci encore à toutes les intervenantes. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne après-midi.